Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au stress au travail. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Gaëlle Deharo, je suis full professeur à l'ESCE International Business School. Ça signifie que je suis professeur en droit privé, mais aussi chercheur. Et mes recherches portent sur l'articulation du droit et des sciences de gestion, et en particulier sur les conséquences des sciences de gestion sur la définition des règles de droit et surtout sur leur application. Et donc, c'est dans ce contexte que je vais vous parler ce soir du stress au travail, mais surtout de l'appréciation qu'un juge peut avoir du stress au travail, ce qui change un petit peu des présentations classiques que l'on peut avoir et qui sont généralement centrées sur la façon dont un salarié peut gérer son stress au travail. Moi, je vais sortir en quelque sorte de la personne du salarié pour essayer de montrer comment le stress s'intègre dans un raisonnement juridique. Donc, ma présentation va durer une trentaine de minutes à peu près. Et à l'issue, j'aurai le plaisir d'échanger avec vous si vous avez des questions ou des remarques sur cette présentation. Surtout, n'hésitez pas à les poser dans la petite partie questions du site. Alors, ma présentation porte donc sur le stress au travail et cette question laisse rarement indifférent, tout simplement parce que derrière le stress, on met souvent une représentation et donc on a l'impression de maîtriser la notion de stress et on maîtrise bien évidemment également la notion de travail. Alors, à partir du moment où on y attache des représentations que l'on pense connaître, on a l'impression de maîtriser la notion et on va voir que pour le juge, c'est pas forcément le cas et il est parfois démuni par rapport à une situation qui lui est dénoncée comme une situation de stress par un salarié. Alors, il faut d'emblée préciser que mes propos vont se limiter à la relation de travail et même à la situation de travail. Alors même que le stress peut trouver sa source en dehors de la relation de travail, dans des circonstances extra-professionnelles. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir dans quelle mesure le stress doit et peut être pris en charge par un manager et comment il peut engager la responsabilité de l'employeur. Alors, même ainsi réduite, la question reste très complexe et l'ontologie même du mot stress est assez mystérieuse parce que à partir du moment où on se dit le stress ne se limite pas à la représentation que j'en ai, mais il faut essayer de mettre un contenu dans le concept et donc d'en avoir une approche un petit peu plus précise. Alors, le stress, tout d'abord, est un mot d'usage courant. Et c'est peut-être précisément justement parce que c'est un mot d'usage courant que la complexité réelle du concept n'apparaît pas à première vue. Ce que l'on peut dire, c'est que le terme de stress permet d'exprimer assez facilement une situation mal vécue par un salarié et de la dénoncer même tout aussi facilement. D'utilisation simple, le terme stress peut donc être utilisé à la fois par le salarié, mais aussi par son manager, par son employeur et même par le juge. Et il va donc s'avérer nécessaire de savoir si tous ont la même représentation d'un concept qu'ils utilisent de façon assez commune. Alors, si on repart de la base, on constate que, d'après le dictionnaire Larousse, le stress se définit comme un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. Donc, cette définition ne fait pas de lien direct avec une approche juridique et paraît même se rattacher plutôt au domaine médical où il trouve sa source. C'est pourtant en tant que juriste que j'essaye de saisir le stress et donc mon premier réflexe va être d'essayer de qualifier le mot stress en le rattachant à une classification juridique préexistante. Or, le stress n'est pas une qualification juridique et l'étude des textes montre qu'on a très peu de textes qui se réfèrent au stress. Si on fait une recherche rapide dans les codes, on va voir que le nombre de résultats de recherche du mot stress dans l'ensemble des codes français ne donne pas plus de 5 occurrences. Et encore, on fait référence au stress hydrique des végétaux ou au stress post-traumatique. On fait deux reprises référence à un stress plus global, mais on voit que ça reste vraiment très anecdotique. Donc, ça veut dire que l'intégration du stress, finalement, dans le raisonnement juridique, va passer par un autre canal, soit par la contextualisation, soit par la question même qui, elle, va se rattacher à une classification juridique. Ça veut dire que le juge va passer par autre chose, finalement, pour appréhender le stress. Alors, si on passe par autre chose, ça veut dire que les vecteurs pour appréhender le stress vont être extrêmement divers. Et si on fait une première approche des questions qui peuvent se poser, on peut avoir déjà de façon très générale
une approche par le droit de la responsabilité. À quel moment l'employeur est-il responsable du stress subi par son salarié? Et réciproquement, à quel moment le salarié peut-il rechercher la responsabilité de l'employeur du fait du stress qu'il pense subir ou qu'il subit réellement d'ailleurs, parce qu'on va voir que le ressenti est extrêmement important. Mais on peut aussi avoir des approches beaucoup plus spécifiques et techniques du stress, parce que le stress peut aussi être un élément d'une autre qualification. Par exemple, s'il s'agit de qualifier un accident du travail, de qualifier une maladie professionnelle, ou encore de caractériser une faute spécifique, de caractériser un harcèlement moral, dans toutes ces situations-là, le stress peut aussi jouer un rôle, mais on voit bien déjà que le rôle du stress dans les questions, en fonction de la question qui sera posée, va varier dans le raisonnement du juge et selon la façon dont le juge va l'intégrer dans son raisonnement. Donc, cette variabilité du stress, on peut déjà la souligner et on peut déjà noter qu'elle fait écho à une instabilité de la notion même de stress. C'est-à-dire que si on a déjà du mal à définir le contenu de la notion de stress, il est bien évident que ça va être beaucoup plus difficile pour le juge de l'intégrer dans une qualification puisque c'est un peu mouvant, un peu fuyant et que le juge pourra l'attraper par, on va dire, plusieurs biais de façon à l'intégrer dans son raisonnement. Donc, le juge, il faut savoir qu'une fois qu'il est interrogé par une victime, qu'une question lui est posée, c'est-à-dire une affaire lui est soumise, trivialement, eh bien, il est tenu de répondre. Donc, il ne peut pas se retrancher derrière le fait que le stress n'est pas défini très précisément pour dire « je ne réponds pas, c'est une affaire de médecin ». Le juge doit élaborer sa décision à partir des éléments à sa disposition. Donc, la mission du juge n'est pas simple, il est confronté à une notion qui est assez mal définie, qui varie en fonction des circonstances de la relation, mais aussi en fonction de la personne qui fait référence au stress, le salarié, l'employeur, le manager ou même lui-même juge. Et chacun doit finalement prendre en charge le stress alors même qu'on ne sait pas trop de quoi on parle. Aussi, pour aller plus loin dans le propos, et puis de façon aussi un peu plus formelle pour répondre au canon de la présentation juridique, mon propos sera divisé en deux parties. Dans une première partie, je vais essayer de cerner plus précisément la notion de stress et surtout la façon dont le stress est compris par les parties au litige et par le juge. Et dans une deuxième partie, je vais plutôt m'attacher à essayer de voir comment le juge caractérise la faute inhérente au stress, c'est-à-dire à partir de quel moment le stress devient sanctionnable. Alors, le premier point sera donc consacré à une approche conceptuelle de la notion de stress. Parler de la notion de stress, on l'a vu, c'est un peu ouvrir une boîte de Pandore. En fonction de la façon dont je vais présenter les choses, eh bien, la notion de stress peut varier, puisque, trouvant sa source dans le domaine médical, le stress n'est pas transposé ipso facto dans le raisonnement du juge, il va passer par un certain nombre de vecteurs, et notamment par la qualification. Donc, cette qualification, elle nous pose problème puisque, en soi, le stress n'est pas une qualification juridique et donc ne fait pas l'objet d'une définition univoque par un texte précis qui nous en donne les éléments constitutifs. Donc, il va falloir les retrouver. Mais à l'opposé, le stress n'est pas non plus ignoré par le droit. Donc, on ne peut pas faire, comme je vous le disais tout à l'heure, en sorte de ne pas répondre, c'est-à-dire on ne peut pas mettre la poussière sous le tapis et dire, comme il n'est pas défini, je ne me prononce pas. Le juge est tenu de répondre à la question qui lui est posée. Donc, ce stress, il est un risque, tout d'abord, pour le manager, pour l'employeur, et bien évidemment aussi pour le salarié victime, mais c'est un risque à prendre en considération dans le cadre de la situation de travail, puisqu'il peut amener à une responsabilité et partant à une condamnation. Donc, l'étude de la jurisprudence amène à souligner deux points, qui seront les deux sous-parties de cette première approche. Le premier point qu'il faut souligner, c'est que le stress, c'est une notion à géométrie variable. Donc, le stress va véritablement s'adapter à un contexte, s'adapter à une question et finalement changer de paradigme en fonction de la personne qui va l'évoquer et surtout en fonction du contexte même dans lequel il est évoqué. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans cette incertitude, c'est qu'on dispose d'un texte aujourd'hui, depuis 2008, qui va préciser à quel moment le stress doit être pris en compte. Alors, tout est relatif puisque le texte reste perfectible, mais néanmoins, ce texte nous donne un bon point de départ pour voir de quoi on parle.
Alors, ce texte, c'est l'accord national interprofessionnel de 2008 relatif au stress au travail, qui a conféré au stress une forme d'autonomie, en fait, par rapport aux qualifications juridiques, en insistant sur l'importance pour l'employeur d'identifier, de prévenir et de faire cesser les situations de stress au travail. Alors, plus spécifiquement, le texte de 2008 nous donne une définition que je vais vous citer. Un état de stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Donc, on voit que si le texte a le mérite d'être là, il a pour autant un caractère assez incomplet, puisqu'il renvoie à la victime, à sa perception, à son ressenti d'une situation donnée. Or, il est bien évident que nous ne sommes pas égaux face à une situation et qu'on ne va pas tous réagir de la même façon suivant notre personnalité, notre caractère, mais aussi notre environnement personnel, professionnel, ce que l'on a vécu 5 minutes avant ou 2 jours avant. Bref, tout ça va influencer notre ressenti. Or, c'est sur ce ressenti que le texte insiste, donnant au juge la mission de déterminer si ce ressenti justifie que le stress puisse être considéré comme finalement résultant d'une faute de l'employeur. Donc on voit que la mission est quand même très complexe pour le juge quand il est saisi d'une situation dans laquelle le plaideur allègue d'une situation stressante. Alors le stress, à partir de ça, apparaît comme une notion subjective, voire individuelle, c'est-à-dire fondée sur la propre personnalité, donc variable d'espèce en espèce soumise au juge. Et ce qui est compliqué, c'est que la dénonciation du stress, à partir du ressenti de la victime, finalement renvoie à une émotion, renvoie à une situation, à un ressenti, à la façon dont la victime vit une situation donnée. Et ce retentissement émotionnel, finalement, va imposer au juge de statuer sur une situation en fonction d'une signification qui lui est conférée par la victime. Donc tout ça est extrêmement subjectif, alors même que le droit lui-même doit statuer objectivement avec des règles objectives. Donc on voit qu'il y a une première confrontation et que la mission du juge n'a pas l'air de se simplifier. Alors, à première vue, toutes ces questions, vous me direz, ne sont pas forcément des questions juridiques. On parle d'émotion, on parle d'individualité, on parle de beaucoup de choses, on parle de personnalité aussi. Donc, ça devrait plus relever du médecin. Mais ces questions ne peuvent pas être ignorées du juge, d'abord parce qu'il a l'obligation de répondre, et aussi parce qu'elles vont avoir un impact fondamental sur la dénonciation même de la situation au juge, parce qu'à partir du moment où l'affaire est portée devant le juge et que la victime dénonce une situation de stress, cette situation, elle est nécessairement vraie parce qu'elle est ressentie comme telle par la victime et que donc personne ne peut lui dire non, ce n'est pas vrai, tu ne ressens pas de stress. Donc le juge se trouve face à une situation émotionnelle très forte, parfois même passionnée, on peut dire, parce que tout simplement, la victime, elle va mettre ses passions dans la dénonciation au juge, mais lui doit reculer, prendre de la distance par rapport à cette situation et statuer par rapport à des règles froides, objectives, qui seront les mêmes finalement pour toutes les personnes et qu'il devra appliquer nonobstant les passions de la victime. Alors, toute la question finalement va être de savoir, à partir de cette situation qui lui est dénoncée, quelles conséquences le juge doit en tirer. Eh bien, le juge va rattacher la question qui est assez générale à un contexte, à une situation, et c'est à partir de ce contexte qu'il va répondre à la victime, créant ainsi une sorte de décalage entre une question individuelle, subjective et passionnée et une réponse objective et froide à distance de la situation. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on rend la justice. Il y a forcément un décalage entre les deux. Donc, ça veut dire aussi que l'appréciation qui est faite de la situation par le juge est différente de celle de la victime et par conséquent, le contenu qu'on met dans la notion de stress aussi. Et entre les deux, entre la victime et le juge, il y a une troisième personne, c'est le manager ou l'employeur, et lui-même, il doit apprécier finalement le contenu de la notion de stress à partir de la situation de la victime et en procédant à une sorte d'appréciation prospective de ce que pourrait dire le juge sur cette situation pour gérer sa propre responsabilité et prendre en charge la victime du mieux qu'il le pourra. Donc,
Le manager, lui, est donc tenu de prendre en considération le risque de responsabilité par rapport au stress dénoncé par son salarié et il sait qu'il pourrait être condamné à une réparation envers le salarié pour une faute qu'il pourrait avoir commise. Et on voit par exemple que la jurisprudence a sanctionné des employeurs qui n'avaient pas pris les mesures pour faire cesser un stress qu'elle a qualifié d'évident ou de flagrant. Donc on voit qu'à partir du moment où la situation de stress d'un salarié s'impose, la première des obligations d'un manager, c'est d'y répondre et d'y apporter des réponses assez rapides pour pouvoir préserver la victime bien évidemment, mais aussi gérer le risque de responsabilité derrière. Donc, ce que l'on peut dire à partir de cette première approche du stress, c'est que la notion renvoie à des représentations qui peuvent être comprises, interprétées, mobilisées différemment en fonction des personnes et en fonction du contexte dans lequel la situation est vécue. Donc, ce contexte, il va varier. Ce n'est pas forcément uniquement la situation de travail, mais aussi les éléments qui composent cette situation de travail. Et tous ces éléments, toute cette représentation vont converger sur un même élément, le procès. Donc, tout va se rencontrer au même endroit devant le juge et par le juge. Donc, ça nous amène à constater, donc le deuxième point de cette première partie, que l'usage de la notion de stress est assez particulier en jurisprudence. Les développements que nous avons eus dans la première partie ont jusqu'à présent permis de souligner l'importance du contexte dans l'appréhension du stress. Mais paradoxalement, l'étude de la jurisprudence montre une mobilisation assez simple, voire opportuniste. La jurisprudence a même utilisé le mot de convocation opportune du stress. Et donc, cette utilisation assez simple du stress montre que les parties, les plaideurs, les victimes, usent avec une très grande facilité d'une notion qui leur permet de dénoncer leur souffrance ou tout simplement leur mal-être devant le juge de façon beaucoup plus simple que si elles avaient à expliquer les raisons qui justifient leur mal-être. Donc, il y a vraiment une facilitation en fait de la dénonciation et cette facilitation de la dénonciation pourrait même, pourquoi pas, caractériser en soi une sorte d'anormalité dans la relation de travail. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on peut poser. On va voir que finalement, cette hypothèse, on va la déconstruire. Mais la facilité avec laquelle les parties usent de ce mot stress dans leur argumentation montre que c'est aussi un recours pour elles pour exprimer que quelque chose ne va pas dans une situation de travail. Alors, l'étude de la jurisprudence, en fait, je vous ai dit, va permettre de déconstruire cette situation. Alors, on a deux points à souligner. Le premier point, c'est que d'abord, quantitativement, je vous ai parlé de simplicité de la dénonciation, c'est tout simplement révélé par le nombre de décisions qui sont rendues en fonction du mot stress, alors même que ce n'est pas une qualification juridique. Une recherche de jurisprudence montre qu'avec le mot stress, on a 1480 décisions prononcées usant du mot stress dans la décision ou dans l'argumentation des plaideurs. Alors, on a recentré cette étude sur les décisions civiles, puisque la relation de travail va relever le plus souvent de la procédure civile. Donc, je me suis concentrée sur ces décisions-là. Mais même en resserrant sur les décisions de nature civile, on a encore 759 décisions, ce qui est très significatif par rapport à une notion qui n'existe pas en droit, comme je vous l'ai dit au début de mon propos. Si on compare avec la notion de harcèlement, qui, elle, par exemple, est une qualification, on a 3000 décisions dans les mêmes circonstances. Donc, on voit que c'est quand même assez significatif. Alors ça, c'était le premier point. Le deuxième point que nous apporte la jurisprudence sur l'usage du mot stress par les plaideurs montre qu'en réalité, la jurisprudence nous dit « Ok, les plaideurs mobilisent le mot stress dans leur demande, les plaideurs utilisent ce mot pour dénoncer que quelque chose ne va pas, mais en soi, le mot stress ne suffit pas à caractériser la faute. Le mot stress, finalement, n'est pas complètement anormal en soi et il ne suffit pas de dire « je suis stressé » pour engager la responsabilité d'un employeur ou d'un manager. Il va falloir aller beaucoup plus loin. La jurisprudence a dit clairement
qu'une situation de travail n'est pas anormale uniquement si le salarié est stressé. En d'autres termes, le stress n'est pas incompatible avec une situation de travail, parce que dans une situation de travail, on peut avoir des impératifs de compétitivité, de rentabilité, de productivité, ou même simplement des circonstances un petit peu plus difficiles à un moment donné, qui font que ce n'est pas parce qu'on est stressé que la relation de travail est anormale. Ceci m'amène donc au deuxième point de ce propos, et le deuxième point va questionner les conditions dans lesquelles le stress est sanctionnable. Donc, à partir de quel moment un salarié peut demander une indemnisation du fait du stress qu'il a subi dans sa situation de travail. Alors, le premier constat qui s'évince de l'étude de la jurisprudence, c'est, comme je vous l'ai dit, que la relation de travail, elle est vivante, forcément, et cette relation de travail, elle évolue, et elle n'est pas forcément en soi exempte de stress. On va forcément, à un moment ou à un autre, avoir une situation un petit peu plus difficile dans sa situation de travail, il va falloir y faire face, mais ce n'est pas pour autant que c'est anormal. Alors, la jurisprudence semble quand même relier un certain nombre de situations à des situations de stress, qui va nous aider déjà à mieux comprendre ce qu'elle fait du stress. Alors, en premier lieu, une restructuration, une réorganisation, un changement de façon de faire ou même simplement une augmentation de la charge de travail sont des situations que la jurisprudence identifie comme des situations génératrices de stress. Mais ce n'est pas pour autant que c'est anormal et la jurisprudence a clairement exprimé que l'employeur doit tout simplement faire face aussi à son obligation. L'employeur doit faire ce qu'il faut pour que l'entreprise tourne. Ça fait aussi partie des missions du chef de l'entreprise. Et dans ce contexte, il peut placer ses salariés en situation de stress, mais ce stress ne doit pas être anormal. Et la jurisprudence nous a dit qu'une restructuration, une réorganisation ou même une augmentation de la charge de travail ne justifie pas de maintenir des salariés dans un climat de stress générateur de souffrance dès lors que cette réorganisation pourrait aggraver des risques psychosociaux. Donc, on voit que là, le stress se retrouve au cœur d'un faisceau, un faisceau où il est normal, un autre faisceau où il est anormal, un faisceau où l'employeur peut justifier que ses salariés soient dans une situation de stress, mais il ne doit pas les y maintenir pour autant. Donc, l'employeur doit se situer au carrefour de toutes ces dimensions pour prendre en considération les conséquences du stress et surtout les obligations qui lui incombent en tant qu'employeur pour identifier, prévenir et faire cesser les situations de stress. Alors, on va essayer dans un premier temps de mieux cerner les obligations de l'employeur à l'égard du stress pour, dans un deuxième temps, voir comment la jurisprudence le sanctionne précisément dans les différents arrêts. Ce que l'on sait, c'est que au-delà de l'accord national interprofessionnel de 2008 qui a attiré l'attention sur le stress au travail, eh bien l'employeur est tenu d'une obligation par les articles L 4121-1 et suivant du Code du travail, il est tenu donc d'une obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Et l'incrimination est suffisamment large, le texte est suffisamment large pour que l'employeur soit tenu, là aussi, d'identifier, de prévenir et de faire cesser des situations de stress anormales. Donc, l'employeur doit veiller au stress parce que d'abord, c'est une source d'accident du travail. Donc là, sa responsabilité serait clairement engagée. On a aussi un certain nombre de décisions dans lesquelles on va rechercher, par exemple, la qualification d'accident du travail en cas de décès de certains salariés lorsqu'ils subissent un infarctus, par exemple, et on va rechercher la part du stress professionnel dans le déclenchement de l'infarctus. Donc là, on voit bien aussi que la responsabilité de l'employeur revient encore une fois, mais par le truchement d'une autre qualification. Et donc, on va rechercher systématiquement dans le contexte quelle a été la part du stress dans la responsabilité qui est recherchée. Donc, de façon assez générale, l'employeur, tout simplement, doit prévenir le stress parce que le stress, c'est un risque pour la santé physique et mentale de ses salariés et donc il intègre à ce titre aussi les obligations très générales de l'employeur. Alors, on a dit tout à l'heure que l'employeur qui n'aurait pas pris les mesures pour faire cesser un stress qui était évident ou flagrant engageait sa responsabilité. Réciproquement,
la Cour de cassation a admis qu'un employeur qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver n'avait pas commis de faute inexcusable et par conséquent n'engageait pas sa responsabilité à l'égard de ce même salarié. Donc, il en résulte que l'employeur doit être conscient du stress de ses salariés, il doit prendre la mesure de la normalité de ce stress en quelque sorte pour pouvoir adapter la réponse qu'il apporte au stress en fonction des situations dans lesquelles il se trouve. Si le stress est normal parce qu'il est passager lié à une situation qui est, on va dire, professionnellement normale parce qu'il y a une augmentation par exemple des cadences au moment de Noël ou parce que le salarié, je ne sais pas, doit rendre les résultats comptables dans la semaine qui vient, forcément le stress est plus grand à ce moment-là. Donc la jurisprudence va considérer que le stress n'est pas anormal. En revanche, elle a considéré que, par exemple, maintenir des salariés dans un climat de stress permanent et excessif était fautif et pouvait même être constitutif, par exemple, d'un harcèlement moral. Donc là, le stress, vous voyez, encore une fois, revient sur le contexte dans lequel la situation trouve ses racines. Et c'est ce qui m'amène au dernier point donc, de ces propos, de ces développements. À quelles conditions, dans quelles circonstances, le stress devient-il anormal et engage-t-il la responsabilité de l'employeur? Alors, l'analyse de la jurisprudence, les fameuses 759 décisions dont j'ai parlé auparavant, montre qu'on a différentes façons pour les juges de mobiliser le stress. Parfois, on constate que le juge convoque des arguments des plaideurs qui font état de formules très larges, comme des états de stress ou des contextes de stress ou des situations stressantes. Et ces formules très larges, c'est vraiment une grosse partie du contentieux par lequel les plaideurs portent les situations devant le juge. Donc, il est important de savoir ce que le juge fait de ces situations très larges. Eh bien, on a l'impression que dans ces situations-là, la seule référence à une situation stressante ou à un état de stress, en réalité, n'est pas suffisant pour le juge. Donc, le juge ne va pas systématiquement les écarter, mais en général, si le plaideur se contente de dire « Monsieur le juge, je subis une situation stressante », eh bien, le juge ne va pas engager la responsabilité de l'employeur. En revanche, si le salarié invoque une situation stressante compte tenu de méthodes managériales inappropriées ou anormales, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, la responsabilité va pouvoir être engagée puisque le stress est réintroduit dans le raisonnement du juge par un autre vecteur. Mais en tant que tel, on ne peut pas engager manifestement la responsabilité de l'employeur en faisant état simplement d'une situation stressante ou d'un état de stress. La deuxième observation que l'on peut faire, c'est que le juge utilise parfois des formules beaucoup plus spécifiques. Alors, à un côté, si vous voulez, du spectre, on avait les formules très générales. De l'autre côté du spectre, on va avoir les formules très spécifiques, comme les stress post-traumatiques, les stress post-émotionnels. Et bien, dans ce cas-là, on ne va pas non plus engager la responsabilité sur le fondement du stress. C'est comme tout à l'heure, on va retrouver un autre vecteur pour engager la responsabilité si besoin. Mais dans les cas dans lesquels le stress est convoqué comme un stress post-traumatique ou post-émotionnel, il est recontextualisé comme un outil d'évaluation du préjudice subi par la victime. Donc, par exemple, la victime va faire état, je ne sais pas, d'un harcèlement. L'employeur va être condamné du fait du harcèlement, mais la victime pourra évaluer son préjudice compte tenu du niveau de stress qu'elle a vécu, compte tenu, par exemple, des conséquences dommageables qu'elle peut avoir subies pour sa santé physique ou mentale, en raison de ce stress consécutif au harcèlement. Donc, on a vu les deux côtés du spectre. Maintenant, au milieu, à quelles conditions, finalement, le stress devient en soi anormal et est sanctionné par la jurisprudence? Alors, une fois encore, il faut s'en remettre à l'étude de la jurisprudence qui montre, mais ça, on l'a dit tout au long des propos, que les juges adoptent une attitude très pragmatique à l'égard du stress, c'est-à-dire qu'ils vont s'en référer au contexte, aux conditions, aux circonstances. Donc, on va avoir une approche qu'on qualifie in concreto, c'est-à-dire concrète, du stress rapporté par le salarié.
Donc, ça fait écho à la très grande variabilité du stress dont on a fait état au début de ces développements. Et on peut dire d'ailleurs que les juges sont incités à prendre en compte cette variabilité par l'accord national par l'accord national interprofessionnel de 2008, qui soulignait déjà que l'individu, donc on est encore sur une approche très centrée sur l'individu, est capable de gérer la pression à court terme, mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses. Alors cette partie du texte, elle est extrêmement importante parce qu'elle préfigure la réponse de la jurisprudence. On va voir que ce sont exactement les mêmes critères qu'on va retrouver en jurisprudence. Les deux critères qui sont mis en avant dans le texte, c'est la durée du stress, c'est-à-dire un stress qui serait prolongé dans le temps, serait a priori anormal, ou alors l'intensité du stress qui serait finalement aiguë, et dans ce cas-là, on se retrouverait encore une fois dans une situation anormale. La jurisprudence a parfaitement suivi cette indication de l'accord national interprofessionnel et elle a précisé que le stress varie en fonction des individus. Ça veut dire que le juge doit tenir compte de la personne même de l'individu pour apprécier les critères, la normalité du stress. Donc, la jurisprudence, et notamment la Cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt qui est quand même assez ancien, puisqu'il est de 2011, donc il était assez proche finalement de l'accord interprofessionnel, eh bien la Cour d'appel de Toulouse nous a dit, à condition de travail égal, certaines personnes ne sont pas stressées alors que d'autres le sont. Le stress ne peut pas en soi être considéré comme une cause extérieure à la personne, et elle a encore précisé que le stress peut varier en intensité en fonction des circonstances de la vie professionnelle, et elle a même évoqué la notion de pic de stress qui ne serait pas en soi anormaux. Donc, vous voyez, elle convoque la variabilité qui avait déjà été évoquée dans l'accord national interprofessionnel de 2008 et elle le transpose dans la mission du juge de façon assez didactique pour aider les juges à démêler le bon grain de livret et à voir quels sont les stress qui relèvent de la normalité et quels sont les stress qui relèvent de l'anormalité en un seul mot. Donc, la jurisprudence admet que les situations de stress sont variables d'un individu à un autre, d'une situation à une autre, mais également pour un même individu en fonction des moments de sa vie professionnelle. Comme on l'a dit, donc, une situation de stress n'est pas en soi anormale dans une vie professionnelle, mais en revanche, le stress peut justifier qu'on fasse appel, par exemple, à un expert, tout simplement pour voir si la situation de stress est normale. Et cela fait partie des missions du CHSCT que de recourir à un expert pour évaluer l'intensité, la durée et la normalité du stress. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'en conclusion, il ne suffit pas d'invoquer un état de stress pour caractériser la faute de l'employeur. Il faut en déterminer le caractère anormal et la jurisprudence d'ailleurs se fait écho de cette anormalité en soulignant par exemple des stress excessifs, acceptables, inacceptables, aigus, particuliers, importants, etc. Donc, quand on a une contextualisation comme ça, les juges semblent admettre la notion de stress. En revanche, encore une fois, dire « je suis stressé, je suis dans une situation stressante » serait insuffisant pour emporter la conviction du juge et emporter la condamnation d'un employeur ou en tous les cas ouvrir un droit à indemnisation. Donc, plus spécifiquement encore, on peut dire que pour engager la responsabilité d'un employeur ou obtenir une indemnisation du fait du stress qu'il a subi, le salarié doit établir une preuve in concreto de la normalité. Donc, elle peut reposer sur différents critères. Les juges admettent qu'il faut prendre en considération d'abord les modes d'organisation de l'entreprise. On peut aller rechercher un mode d'organisation anormal ou inapproprié, par exemple, et ces modes d'organisation justifieraient alors un stress anormal et ouvrirait un droit à indemnisation. On prend en compte également le poste occupé par la victime. Il est tout à fait clair que tous les postes n'emportent pas le même degré de stress. Un auteur donnait l'exemple du transport aérien pour montrer par exemple, un commandant de bord aura 2 phases de pic de stress au décollage et à l'atterrissage, alors que pour le même vol, la personne qui se trouve dans la tour de contrôle aura, elle, un stress beaucoup moins intense, mais continue finalement sur toute la durée du vol. Donc, le poste occupé va aussi justifier ouvrir un droit à réparation ou justifier le stress, la normalité du stress en fonction donc du poste occupé.
Enfin, la personne même, et ça on l'a dit au début, la personne même, sa susceptibilité au stress, si l'on peut dire, va être prise en considération par le juge. Donc de façon conclusive, on peut dire qu'il y a deux éléments en réalité qui vont être extrêmement importants pour caractériser la normalité du stress. Ce sont ceux de l'accord national interprofessionnel de 2008, l'intensité, caractériser que le stress est inutilement aigu ou important, et la durée du stress, caractériser que l'employeur maintient un salarié dans une situation de stress alors qu'il n'y a pas lieu finalement, eh bien tout cela est fautif. Alors, je vais arrêter là mon propos puisque j'ai déjà dépassé mon temps de parole de quelques minutes et puis je vais regarder un peu les questions qui ont été posées dans la partie droite de l'écran. Alors, c'est le rôle du médecin du travail d'évaluer la situation de stress et de mal-être au travail. Oui, entre autres, mais le médecin du travail ne prend pas forcément connaissance de toutes les situations de stress et c'est parfois aussi dans la relation même entre le salarié et l'employeur qu'il faut identifier avant même l'intervention du médecin. Donc en réalité, ce que le juge apprécie, bien évidemment, s'il y a des conclusions du médecin du travail, ça va corroborer un contexte, mais ce que le juge apprécie, c'est la situation de travail en tant que telle. Donc même s'il n'y a pas eu de recours au médecin du travail, ça n'exclurait pas une condamnation ou en tous les cas l'ouverture d'un droit à réparation. Pourquoi il n'existe pas de définition juridique du stress? Alors parce que déjà le stress prend sa source dans une dimension médicale, donc c'est une transposition en fait d'un concept médical dans le domaine juridique, à la faveur très probablement d'ailleurs des argumentations des plaideurs. Le stress, alors c'est assez récent finalement, la prise en compte du stress comme de la prise en compte des risques psychosociaux, et donc c'est très progressif. Alors aujourd'hui, il n'en existe pas. Peut-être que demain, il y aura une définition du stress qui sera proposée par un texte. Aujourd'hui, c'est vrai que les employeurs sont par rapport au stress dans une situation assez délicate parce que tout simplement, ils doivent gérer quelque chose dont le contenu est particulièrement instable. Alors, la question suivante. Quelle est la juridiction compétente dans ce cas de figure? Alors, en réalité, tout va dépendre. Si on est dans une relation, donc dans la relation de travail en tant que telle, ça va être le Conseil des prud'hommes, la Cour d'appel sur appel et la Chambre sociale de la Cour de cassation par la suite. Si une infraction pénale est constatée, on a des interactions entre le stress et les infractions pénales. Dans ce cas-là, ce sera plutôt une juridiction répressive, c'est-à-dire le plus souvent, tout simplement le tribunal correctionnel, en appel la cour d'appel et puis la chambre criminelle de la cour de cassation sur recours ensuite. Mais si véritablement il y a des interactions entre le domaine civil et le domaine pénal, il est quand même préférable de s'en remettre à un conseil puisque la caractérisation de l'infraction peut être différente. Alors, je ne vois pas la question qui est au-dessus. Est-ce qu'on peut parler de stress au travail pour l'employeur lui-même? Bien évidemment, oui, on peut parler de stress au travail pour l'employeur lui-même. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Enfin, là, je vais faire un parallèle avec le harcèlement, mais quand le harcèlement a été pris en considération les premières fois, on s'est dit le harcèlement, c'est nécessairement descendant. C'est-à-dire que c'est un employeur qui va harceler son salarié et il y a forcément une dimension hiérarchique. Et puis, à force de s'imposer, le harcèlement a montré que non seulement il pouvait être horizontal, c'est-à-dire entre collègues de même niveau, mais en plus il peut être ascendant, c'est-à-dire qu'on a des hypothèses dans lesquelles le harcèlement vient du salarié à l'égard de son employeur. Et il n'y a aucune raison pour qu'un employeur ne soit pas stressé par ses salariés inutilement. On a, alors il y a des jurisprudences qui sont assez savoureuses, dans lesquelles justement le juge met en avant toutes les tentatives d'un salarié pour déstabiliser son employeur, et puis on a même entre guillemets les paris sur le pétage de plomb de l'employeur. Donc je ferme mes guillemets. Stress et dépression, y a-t-il une distance entre les deux? Oui. Alors, il y a une grosse distance entre les deux parce que le stress donc, a une existence juridique
par l'ANI, par l'Accord national interprofessionnel de 2008, par également toute la jurisprudence qui se développe autour de la notion de stress, alors que la dépression reste une notion purement médicale. Et quand le juge qualifie une situation à partir d'une dépression, eh bien, il va systématiquement s'appuyer sur un rapport du médecin, alors soit de la médecine du travail, soit d'un médecin de ville, mais en tous les cas, il ne va pas l'utiliser par lui-même. Qu'en est-il lorsque c'est une incompétence ou une négligence de l'employeur et si la conséquence du stress influence la qualité du travail de l'employé? Alors la question est assez délicate parce que quand vous parlez d'incompétence ou de négligence, vous renvoyez à d'autres cadres juridiques. La négligence de l'employeur par rapport à une situation de stress pourrait caractériser une infraction involontaire, donc là on serait dans le domaine pénal. Si on reste dans le domaine civil, à partir du moment où l'employeur ne prend pas les mesures alors qu'il sait que son employé est dans une situation de stress anormale, eh bien ce serait les jurisprudences dont j'ai fait état tout à l'heure et on engagerait effectivement la responsabilité en raison de la faute de l'employeur qui n'a pas pris les mesures. Il ne faut pas oublier que l'employeur, il est tenu d'une obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés et que c'est une obligation de résultat, même si elle a été légèrement atténuée ces dernières années, ça reste une obligation de résultat. Donc là, on aurait quand même un fondement, j'ai envie de dire, mais entre la négligence et l'infraction pénale, on est un petit peu à la lisière des deux. Dans la jurisprudence, y a-t-il des expertises médicales requises, j'ai perdu la question, elle est là, requises par le juge ou psychologiques? Il peut y en avoir, c'est absolument pas exclusif. À partir du moment où le juge va réintégrer le stress dans un cadre juridique, tout va dépendre de la fameuse question posée au début. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur la diversité des questions qui peuvent être posées. Soit le stress va être le centre de la question, et donc dans ce cas-là, on va essayer de voir s'il caractérise une faute de l'employeur. C'est ce dont on a parlé juste avant avec la question de la négligence et de l'imprudence. Soit le stress va va caractériser le dommage, donc le préjudice, et dans ce cas-là, eh bien, ça va être plus un élément de preuve et le juge va avoir besoin de l'expertise pour pouvoir tout simplement évaluer la gravité du stress et les conséquences sur la santé du salarié. Donc, c'est absolument pas exclusif, vous avez raison, et on peut effectivement faire appel à des expertises. Dans le cas d'une conduite de changement en entreprise qui perdurerait dans le temps, comment cela se passerait-il en jurisprudence? Alors, la réorganisation en soi, alors entre guillemets, justifie un certain stress des salariés. C'est-à-dire qu'on va comprendre que les salariés soient stressés par une réorganisation. La décision qui a été prononcée par la Cour de cassation, enfin, il y a eu une décision qui a été prononcée par la Cour de cassation à cet égard, et qui a été particulièrement intéressante par rapport à votre question. Et la Cour de cassation a dit que même s'il y a une réorganisation, ça ne justifie pas qu'on maintienne les salariés dans un climat de stress excessif. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où le stress reste supportable pour les salariés parce qu'ils savent, ils voient le bout du tunnel en quelque sorte, eh bien, dans ce cas-là, on va considérer que le manager a bien fait son travail et a pris les mesures nécessaires pour accompagner le changement. Si en revanche, le changement est imposé aux salariés de façon assez brutale et que on les maintient pendant toute la durée de ce changement sans tenir compte de la situation que ça peut avoir en termes de risques psychosociaux, eh bien dans ce cas-là, il y aura une faute de l'employeur. Donc effectivement, en cas de conduite du changement, il est impératif d'accompagner ces salariés et de prévenir le stress qui pourrait en être consécutif. Dans le cas de burn-out, action au Conseil des prud'hommes ou action en correctionnel? Plutôt action devant le Conseil des prud'hommes, parce que la qualification de burn-out en termes répressifs n'existe pas. Donc, ce serait plutôt une poursuite devant les prud'hommes. Est-ce que le stress de travail peut être traité hors frontières pour une compagnie internationale? Alors, les solutions que je vous ai données sont des solutions qui concernent le droit français. Donc, à chaque fois qu'on va avoir une question qui va se poser en termes internationaux, eh bien, cette question devra se référer à un ordre juridique national. Donc, quand vous êtes, par exemple, entre deux pays, tout l'intérêt, c'est de comparer le contenu des deux pays et de voir lequel vous est le plus favorable. Mais il y aura effectivement une prise en charge des salariés stressés, même dans un contexte international, à partir du moment où le droit français s'applique, c'est-à-dire si le salarié est français, si l'entreprise est française ou si l'accomplissement du contrat de travail, en quelque sorte, a lieu sur le territoire français.
Sans qu'une volonté de harcèlement individuel soit manifeste, est-ce qu'un manager stressé qui ensevelit ses collaborateurs d'innombrables relances peut être mis en cause? Oui, et c'est assez fréquent. C'est assez fréquent. J'ai vu plusieurs décisions justement dans lesquelles on avait reproché à un salarié, à un manager en fait, d'avoir en quelque sorte reporté son stress sur ses salariés. Et donc on a considéré qu'en réalité le manager avait mal géré son propre stress. Donc ça c'est du point de vue de la relation de travail, j'ai envie de dire gestionnaire. Mais le juge lui-même a dit que les méthodes managériales qu'il avait mis en œuvre justement dans ce cadre-là étaient maladroite, pour le moins, inappropriée, voire délétère. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il a retenu effectivement la faute du manager. Donc, le manager, oui, quand il est stressé, il a intérêt à prendre un peu de recul et à se faire aider par un autre collègue un peu plus, on va dire, un peu plus posé dans cette période-là, parce qu'il pourra également engager sa responsabilité. Doit-il y avoir une qualification en accident du travail ou maladie professionnelle pour une bonne évaluation juridique du stress? Pas véritablement. En fait, on l'a pas à chaque fois. Parfois, on a des décisions qui s'appuient sur. Alors, ça fait écho à la première question qui avait été posée. On a parfois des décisions qui s'appuient sur la qualification de la médecine du travail ou d'autres fois sur la qualification en accident du travail par la CPAM. D'autres fois, on ne l'a pas. Donc, c'est véritablement, encore une fois, c'est très contextualisé. Le juge vraiment prend en considération les éléments qu'on lui apporte. C'est un peu une auberge espagnole. On lui apporte énormément d'éléments et à partir de ces éléments, il essaye d'établir la faute. Dans ce contexte, pourquoi certaines offres d'emploi demandent si les candidats peuvent travailler dans un environnement de stress? Pour se prémunir aussi et puis peut-être aussi pour expliquer aux candidats qu'il faut que la mission, le poste, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, les trois sont pris en considération, le métier, la fonction, le poste et la personne. Et donc, certaines personnes ne correspondent pas à certains postes. Et donc, pour éviter justement de se trouver dans des situations dommageables pour la victime et du coup aussi pour l'entreprise et pour l'employeur, on peut peut-être remonter en amont. Après, j'ai pas vu de jurisprudence qui s'appuyait sur un effet exonératoire de ce type d'offre. Ça m'étonnerait que ça fonctionne, mais je pense que c'est plus pour prévenir une situation dans laquelle un salarié serait dans une situation difficile que véritablement un effet exonératoire, une méthode exonératoire de responsabilité. Est-ce que le stress peut conduire à une inaptitude à un poste de travail? Alors, l'inaptitude, c'est une notion médicale, donc c'est un peu plus compliqué. En revanche, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de décisions qui ont pris en considération les recommandations de la médecine du travail en termes d'allègement du stress. C'est-à-dire que certains employeurs ont été déclarés fautifs par le juge pour n'avoir pas tenu compte de la prérogative de la médecine du travail qui était de dire vous affectez ce salarié sur un poste moins stressant ou en tous les cas avec moins de responsabilités, à savoir que c'est quand même malgré tout très difficile pour l'employeur parce que lui doit tenir compte des recommandations de la médecine du travail mais ne peut pas imposer à son salarié de prendre un poste avec moins de responsabilités. Donc là, on est vraiment aussi dans des situations qui sont à la croisée des chemins entre le droit et la gestion et qui sont un peu délicates pour l'employeur. C'est pas toujours facile de savoir où placer le curseur en termes d'autorité dans ce type de situation. Quand vous avez un salarié qui est très stressé et qui est fragile, lui imposer une situation professionnelle avec moins de responsabilités, certes, vous allez ménager sa santé, mais vous allez commettre une discrimination en raison de l'état de santé. Donc, l'un dans l'autre, c'est pas forcément une bonne situation. Donc là, il vaut mieux être dans la négociation avec le salarié plutôt qu'être véritablement dans la solution imposée. Est-ce le manager direct qui est condamné ou toute la chaîne managériale du salarié stressé? Ça dépend. En fait, ça va dépendre des règles d'imputation de la responsabilité. C'est un peu comme dans l'affaire France Télécom, si vous l'avez vu en 2019, donc décembre 2019, en fait, on a pris l'ensemble de la stratégie managériale et on a dit tout le monde est un peu responsable là-dedans et on a condamné l'entreprise. Donc, tout dépend en fait de ce qu'on va déterminer en termes de dommage, en termes de causalité du dommage et en termes d'imputation de la responsabilité. Donc, ça va vraiment dépendre. Ça peut être le manager, ça peut être toute une chaîne de responsabilité. Si par exemple, vous avez un chef d'entreprise qui était parfaitement conscient d'un stress excessif d'une personne parmi ses salariés, qu'il n'a rien fait, qu'il a laissé faire le manager, on peut avoir à la fois le manager et puis le chef d'entreprise qui serait condamné pour la faute commise.
Parfois, en entreprise, il y a des confusions pour les salariés entre harcèlement et stress. Alors, pas qu'en entreprise, parce que donc théoriquement aussi, la frontière entre les deux est extrêmement mince. Le stress peut être une cause finalement du harcèlement, c'est-à-dire que parce que vous êtes stressé, ce que disait une personne tout à l'heure, vous êtes stressé, donc vous allez ensevelir vos salariés sous des relances permanentes, et donc là, votre stress va provoquer un harcèlement. Réciproquement, vous harcelez un salarié, la conséquence, ça peut être que votre salarié il est stressé. Donc, vous avez une relation entre les deux qui est une relation de causalité. Et puis même, créer du stress pour un salarié, ça peut être constitutif du harcèlement. Donc, ça peut être non seulement une cause, ça peut être une conséquence, mais ça peut aussi être un élément constitutif du harcèlement moral. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'en entreprise, théoriquement aussi, la frontière entre les deux est parfois assez poreuse. Est-ce que le stress indirect qu'un employé vit du fait qu'il manque de confiance en soi peut être imputable à son supérieur? Non, pas en tant que tel. Ce qui serait imputable à son supérieur, ça serait le fait, par exemple, que le supérieur place délibérément le salarié en situation de difficulté. C'est-à-dire que s'il sait que ce salarié-là ne peut pas, par exemple, faire face à une situation stressante, tiens, ça fait écho à la question posée sur les annonces, enfin les offres d'emploi, et qu'il place délibérément ce salarié en situation difficile, là, l'employeur serait responsable. En revanche, l'employeur peut pas être responsable de la, alors entre guillemets, sans caractère péjoratif, de la susceptibilité de son salarié ou de sa sensibilité. Donc là, il ne serait pas responsable en tant que tel, mais en revanche, effectivement, s'il en joue pour placer le salarié en difficulté, là, il y aurait une responsabilité. Quelle est la responsabilité du DRH si c'est le General Manager qui harcèle? Toujours pareil, en fait, quand on va rechercher la responsabilité, on ne va pas rechercher dans une chaîne hiérarchique, on va rechercher une causalité et une imputabilité. Un DRH qui, par exemple, n'aurait pas pris les mesures qu'il peut prendre pour faire cesser un stress, même si ça vient du manager, eh bien, ce DRH pourrait être responsable. Une fois encore, je vous renvoie à l'exemple de France Télécom qui, à cet égard, est assez révélateur. On avait un DRH, enfin une DRH en l'occurrence, qui n'avait pas suivi et qui avait dénoncé à la médecine du travail, alors que les autres avaient suivi. Et donc, les responsabilités ont varié en fonction du comportement du DRH et des moyens à sa disposition. Donc là, ça va vraiment être une question d'imputation de la responsabilité. Différence entre stress et harcèlement, est-ce la volonté de nuire? Le manager n'a peut-être pas conscience de délaisser. Exactement. Alors, que ce soit le stress ou le harcèlement, on ne va pas rechercher l'intention de nuire. En fait, vous pouvez même harceler sans intention. Et c'est ça qui est difficile, c'est que, en fait, vous pouvez placer, par exemple, un manager un peu vif, avec un management un peu rude ou autoritaire, on va dire, face à un salarié qui serait naturellement stressé, par exemple. Eh bien, même si le manager ne veut pas stresser le salarié, même s'il ne veut pas le harceler, eh bien, on pourrait retenir la responsabilité du manager pour le harcèlement, même sans intention. Donc là, l'intention de nuire, en fait, elle n'est pas requise ni pour l'un ni pour l'autre. En cette période de télétravail à 100%, le sentiment d'isolement peut créer un stress chez le collaborateur. Le manager n'a peut-être pas conscience de délaisser son N+1. C'est la même question, non? J'ai peut-être mélangé deux questions, je ne sais plus. Alors, effectivement, donc, le salarié peut invoquer un stress. Alors là, on est dans une période d'incertitude. Alors déjà, on était dans une période d'incertitude parce qu'on ne sait pas trop à quoi correspond le stress, mais on va rentrer en plus dans une période d'incertitude parce qu'on n'a jamais eu un tel recours massif au télétravail. Et même les employeurs, en fait, sont plutôt réticents en France, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus, développé. En France, nos employeurs, nos entreprises ne sont pas très favorables au télétravail. Elles s'y sont mises un peu contraintes et forcées. Et du coup, on a aussi un laboratoire qui est en train de se mettre en place. Alors, ce que l'on sait, ce qui ressort des premières observations, c'est qu'effectivement, ce n'est pas sans conséquence sur la santé mentale des salariés, que tout le monde ne travaille pas de la même façon en télétravail, et par conséquent, il va y avoir des jurisprudences. Alors, quelle en sera la teneur, je ne peux pas vous le dire, mais en revanche, effectivement, il faut être assez vigilant sur les salariés et développer des bonnes pratiques, notamment de suivi régulier, pour s'assurer justement que le télétravail n'affecte pas la santé mentale. Il ne faut pas oublier, l'employeur est tenu d'une obligation d'identifier, de prévenir et de faire cesser les situations de stress, et il est tenu aussi d'une obligation d'assurer la sécurité physique et mentale de ses employés. Quelles sont les principales mesures que France Télécom a mis en place pour stopper les cas de suicide qu'on a connus ces quelques dernières années? Alors,
Déjà, ils ont déjà toute la chaîne comment dirais-je, de hiérarchie a changé. Donc ça a été une première chose. Ils ont stoppé. Bon, France Télécom, c'est une autre question, donc je vais faire très rapidement. Mais il y avait 2 plans qui avaient été développés par France Télécom et qui avaient pour effet de rendre des salariés interchangeables et de les rendre polyvalents. L'idée étant de pouvoir mettre une personne à la fois sur la technique, la vente, la réponse au téléphone, enfin bref, de pouvoir les mettre là où on avait besoin d'eux. Et ce qui fait que, en fait, ce qui a vraiment énormément joué dans France Télécom, c'est déjà l'histoire de l'entreprise qui était passée d'un statut public à un statut privé, mais aussi le fait qu'on a nié complètement le savoir-faire de ces personnes, leur expérience dans leur poste, en disant bah, « t'étais technicien, bah, c'est pas grave, bon, maintenant tu seras téléopérateur et ça ira très bien ». Et donc tout ça, ça a été stoppé, ou en tous les cas, ça a été suivi beaucoup plus rigoureusement auprès des salariés pour mieux les accompagner dans les changements de poste et avec beaucoup moins de brutalité. Sans aucune réponse de la DRH ou du DG sur de nombreux cas flagrants de comportements managériaux inappropriés, que faut-il faire sans prendre le risque d'être ostracisé? C'est assez difficile. C'est toujours difficile de prendre position dans sa propre entreprise. C'est vraiment délicat. Alors, en tant que juriste, je vous dirais, vous êtes protégé si vous dénoncez une situation de harcèlement ou une situation de stress, puisque le Code du travail prévoit explicitement que nul ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé ou refusé de subir une situation de harcèlement moral. Après, ça c'est la solution du droit. Le droit vous apportera une réponse ou un type de réponse, mais néanmoins, la situation que vous allez vivre dans votre entreprise, bah, ce n'est pas le droit qui la gère. Donc là, moi en tant que juriste, voilà la réponse que je vous donne, c'est que vous êtes protégé. Après, en tant que salarié, ça peut être un peu plus compliqué de prendre la décision de dénoncer un comportement d'un employeur. Je crois qu'on arrive au terme de cette présentation. Il me reste à vous remercier de votre participation, des questions que vous avez posées. J'espère que ça vous a plu. Et puis, en tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.